Artothèque, le magazine de la création en Pays de la Loire, est dans le marais de Brière, en Loire-Atlantique. C'est ici que le chef étoilé Éric Guérin a posé ses valises et sa vie, voici 23 ans. Il y a des rencontres dont le hasard n'est pas fortuit. Lorsque ce jeune chef romantique est pris de nature, de liberté, découvre ce paysage sauvage et inhospitalier, il sait que le marais et lui devront s'apprivoiser avant que de s'aimer. Cette rencontre a en tout cas permis d'écrire une belle histoire nourricière et créatrice. Éric, là, on travaille ou on s'amuse? Pour moi, c'est du travail. En fait, je suis en pleine création et je prépare ma nouvelle carte. Une carte, un plat, passe d'abord par l'épreuve du croquis. Et ça, c'est mon rapport un petit peu à l'art, à ma culture en fait de cuisinier. Moi, le produit me sert un petit peu comme ma palette de peintre, mais avant tout, c'est l'émotion que je vais chercher. Vous la trouvez où, cette émotion? L'émotion, je la trouve dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait la richesse de la cuisine, en fait. J'aime garder des formes naturelles. J'aime de temps en temps quelque chose d'un petit peu brut. J'aime des choses un petit peu qui débordent, du jeté, des choses qui tombent toutes seules, une herbe qui va tomber, qui va se positionner toute seule. Je dirais que ma liberté à moi, c'est de me réinventer à chaque fois. Alors, si tout part d'une émotion, d'un ressenti, lorsque vous êtes arrivé ici, la Brière, c'était quel type de plat, spontanément? La Brière de l'époque, pour moi, j'avais besoin d'y trouver mes racines. Donc c'était d'abord dans le produit, parce qu'à l'époque, c'était avant tout le produit. J'avais besoin d'un support fort, donc c'était le canard, l'anguille, la grenouille, l'écrevisse. Aujourd'hui, je suis plus dans la subtilité, je suis plus dans des ambiances de brouillard, d'humidité, d'après la pluie, des choses comme ça que je vais chercher en fonction des saisons. Ma cuisine aujourd'hui, c'est trois choses. C'est la terre, c'est les racines, c'est d'où on vient, c'est le message, c'est la construction. Et puis ensuite, il y a l'eau. L'eau, c'est le passage, la transmission, la mise en relation. Et puis il y a l'air. L'air, c'est le voyage, c'est la part d'enfance qu'on garde. C'est l'oiseau, très fort comme support dans ma cuisine. Et puis ça permet toutes les libertés. Et quand on regarde tout ça, on est où? On est sur une île en Brière. Et tout ça a alimenté et construit la maison. Donc elle est remplie de votre histoire à travers des objets qui vous sont importants. Cette maison s'est construite avec moi. Cette maison, je ne l'ai pas réfléchie. C'est une maison d'instinct, c'est vraiment une maison de vie. Et elle s'est construite avec les gens qui l'ont traversée et au fur et à mesure du temps avec mes voyages. J'y ai ramené les choses qui m'ont touché dans le monde entier, qui me permettent d'y apporter une certaine vibration. C'est cette vibration-là, je pense, qui donne une résonance à la maison. Et qui fait que c'est pas juste un endroit où on travaille, c'est un endroit où l'on vit. C'est un endroit où les gens passent. On revient sur les choses de votre vie, les sensations que vous avez engrangées et que finalement vous restituez à travers des produits, à travers un plat, mais on l'a bien compris, à travers un dessin. Pour moi, le dessin, c'est le support, avant tout. Le dessin, il me laisse une grande part de liberté, à moi et à mes collaborateurs. Moi, je donne un dessin, il est comme ça. Il y a des petites explications quand même pour trouver les produits. Et après, au dernier moment, au pied du mur, il y a cette espèce d'instantané de la création que j'aime. Et ensuite, il y a une certaine liberté puisque ce plat-là, je le donne à mes gars. Et eux, ils vont y apporter leur petite finition, leur petite touche à eux. Et finalement, c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Je trouve que ça humanise complètement le travail de faire ça. Et en plus, vous savez que j'ai plusieurs restaurants et ce qui est extraordinaire, c'est que le même croquis envoyé à Giverny ou à Nantes, dans le musée, chaque chef avec son environnement va le réinterpréter différemment. Et le chef aujourd'hui, ici à la mare aux oiseaux, maintenant, là, ce sont ses plats. Ici, on est autour de l'artichaut, c'est la fleur de Bretagne, on est en plein été, donc j'ai besoin de ce côté un petit peu fleuri. On a cette espèce de fraîcheur du marais. Vous voyez, le matin, il y a beaucoup de rosée, là, et on a cette fraîcheur-là. L'anguille qui vient apporter la petite touche de fumée. Moi, vraiment, c'est les senteurs que je peux avoir dans le marais. Les œufs de brochet, c'est la vie, le renouveau. On a besoin de ça. Ça apporte en même temps du soleil, un petit peu comme cette touche d'huile d'olive autour qui apporte aussi de la lumière. Le vert, bien sûr, c'est le marais qui aujourd'hui vit avec tout ce qui peut pousser à l'intérieur.
et nous donner une certaine force, une énergie. Et le canard aussi se réinvente aujourd'hui. Le canard, pour moi, il reste le support de la migration. Il part au bout du monde, il revient, il a des choses dans ses plumes, dans ses pattes. Il vient se poser, ici, c'est son lieu de pause. Donc j'ai associé l'oiseau et l'abeille, deux choses qui volent, qui viennent se poser à un endroit. Je l'ai travaillé avec le miel parce que c'est plein de chaleur, c'est plein de douceur. On a besoin de ça, on est en plein été, c'est plein de soleil. Et voilà, c'est tout simple. Ça, c'est quelque chose qui vient vraiment dans la pause. L'effet de pause, c'est les vacances, on oublie tout et on profite. Avec ses 40 000 hectares, la Brière est le second marais de France. Le marais noir est riche de la tourbe, un combustible naturel, mais aussi de poissons, de roseaux. Parc naturel régional depuis 1970, la Brière est considérée comme l'une des zones les plus riches d'Europe sur le plan biologique. Depuis le duc de Bretagne François II, le marais indivisible et inaliénable appartient aux habitants des communes qui le bordent. La Brière, façonnée et entretenue par les hommes, est aujourd'hui un immense garde-manger pour ses occupants naturels ou de passage. Éric, Saint-Joachim, en Brière, on est chez vous. On est presque chez moi. Et je crois que ma force est de ne m'être jamais vraiment senti chez moi, mais plutôt dans une terre d'adoption que j'ai choisie. Et ça, c'est fort de choisir l'endroit dans lequel on veut vivre à 25 ans. Je crois que ça a été la première chose et le premier choix qui finalement a bouleversé ma vie d'homme. Et dans ce choix, un homme important, j'allais presque dire un homme clé, c'est votre père. C'est mon père qui découvre la Brière avec ma maman en premier, lors d'une promenade en barque de vacances. Et puis par la chasse, par l'oiseau, par ce plaisir de la découverte de la nature, rentre finalement dans cette Brière. Et plus tard, j'ai 16 ans, décide de m'emmener ici pour me faire découvrir ce petit coin de paradis. Et maman, elle, c'est le regard artistique. On est ici devant un tableau vivant, superbe, avec toute cette lumière. Oui, mais j'y suis très sensible à tous ces contrastes, ces couleurs. Et c'est vrai que maman, c'est le côté artistique. Elle a pris la décision, à un moment de sa vie, de
prendre cette direction-là, c'est-à-dire l'école du Louvre, l'histoire de l'art, et puis très vite d'ouvrir une galerie à la maison. Mais c'est une galerie différente des autres galeries puisque c'est utiliser leur réseau d'amis, faire venir les gens à la maison, mais aussi les garder à dîner le soir. Donc c'est à la fois l'art et l'art de recevoir. La convivialité. Est-ce qu'ils sont pour quelque chose justement dans le fait que vous ayez choisi le métier de cuisinier? À la base, je voulais plutôt faire les beaux-arts. Et je pense que le fait de recevoir du monde à la maison m'a vraiment poussé sur la voie de la restauration. Mais par contre, pour des parents dans les années 80, d'avoir un fils qui veut faire la cuisine, c'est un peu une voie de garage. Et ils ont tout fait pour essayer de me montrer la difficulté du métier. Quels sont les mentors qui vont vous permettre justement de devenir cuisinier? Il y a d'abord cette entrée à la Tour d'Argent pour un gamin d'à peine 18 ans, dans un monde vraiment là... d'homme brut, dur, je me fais bousculer, agiter, mais en même temps j'ai cette vraie passion qui se révèle. Et à l'époque, Manuel Martinez me pousse tellement à bout que j'explose. Je deviens quelqu'un de combatif, de très présent dans la cuisine. Et pourtant j'étais un petit bonhomme, hein, mais vraiment je m'éveille en tant qu'homme. Et je laisse le gamin de côté. Et puis ensuite, je rentre au Taïwan où là, avec Monsieur Deligne, Monsieur Legendre, et là on m'apprend le respect de l'autre, le respect du produit, le respect de la cuisson, le respect du client. Et c'est encore une autre vision du métier. Et de là, je suis projeté à la Tour Eiffel avec Alain Rex, qui lui Le Jules Verne. Le Jules Verne, qui lui va me faire rentrer dans un monde vraiment de création. C'est-à-dire, c'est un assemblage de produits, la terre, la mer. C'était à l'époque une cuisine un peu osée, un peu originale, même très originale. Et je rentre dans un monde de création où tout est ouvert, tout est possible. Et là, j'ai mes petites papilles qui commencent, les saveurs qui commencent à exploser. Et vraiment, je crois que c'est cet ensemble de choses qui ont donné le là du personnage que je suis devenu plus tard. Alors ça, c'est ce que vous avez reçu. Qu'est-ce que vous aimez transmettre? Quand je suis arrivé en Brière le 1er avril 95, je sortais de grosses brigades parisiennes, mais que je ne pouvais pas fonctionner pareil. Je ne pouvais pas pousser les gens à bout. Je ne pouvais pas essayer d'aller chercher le meilleur par ce biais-là. Donc moi, j'ai complètement inversé les choses. Et puis, il y a aussi le fait que je me suis retrouvé vraiment seul. Donc mon personnel est devenu ma famille. Ils sont devenus les gens que je fréquentais au quotidien. Quand ils arrivent, ils ont besoin non seulement de devenir des bons cuisiniers, mais de devenir des hommes à mon image, c'est-à-dire respecter l'autre, respecter son environnement, se respecter soi, ce qui est très compliqué dans la jeunesse d'aujourd'hui, et puis avancer avec une culture cuisine, oui, mais la cuisine, c'est une ouverture sur le monde, donc c'est une culture générale assez importante. Je les emmène en voyage dès que je peux, je leur fais partager des choses, et ça, c'est important pour moi. Une imagination débridée, des histoires fantasques, des fables joyeuses qui nous parlent de fanatisme religieux, de trolls et de fake news, l'écrivain Julien Pelluchon nous donne rendez-vous à Saint-Philbert de Grandlieu pour nous présenter Donald, le héros malgré lui de son nouveau roman. Les énervés. Le lendemain, ils allèrent visiter l'abbaye de Saint-Philbert de Grandlieu. Le visage de la statue du saint ressemblait étrangement à Donald, ce qui fit rire Justine. Il lut sur un dépliant que saint Philibert avait entre autres fondé l'abbaye de Jumièges en Normandie et que, selon la légende, il avait aussi recueilli, sur leur radeau dérivant sur la Seine, les 2 fils du roi Clovis II, dont les nerfs des jambes avaient été brûlés pour trahison. Donald, c'est un personnage qui aurait fait une adhésion à une religion bien particulière, crypto-chrétienne, enfin, une sorte de christianisme mélangé de complotisme et de toutes sortes de croyances sociales actuelles. Le chapitre commence au moment où ils vont visiter l'abbaye de Saint-Philbert de Grandlieu. Donald, dans un état d'esprit assez troublé, va rejoindre Justine, sa récente disciple, qui a subi l'initiation du lagartisme. C'est la religion de Donald et de son premier disciple Déchy. Le moment où Donald arrive chez Justine, c'est juste après que lui-même est trahi, pas son père, mais son chef spirituel. Le commencement, c'est
C'est deux choses, c'est l'observation, hein, je pense que c'est pareil pour un peu tous les auteurs, l'observation de la vie, des choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui vont, en tant qu'être sensible, nous marquer. Ça peut être quelqu'un de type qui se promène dans un supermarché avec un air un peu louche, une démarche, une discussion entre amis, et puis des lectures qui ont servi à ma documentation, et aussi d'inspiration. Justine l'écouta avec une lassitude visible lui relater cette histoire. Ils allèrent ensuite se promener au bord de l'immense lac de Grandlieu. Donald se laissait tracter dans la boue par Darwin, en vapotant par intermittence. Il se souvint être venu là, enfant, pour observer les oiseaux avec son père. Je lis à haute voix pour voir si les phrases sonnent bien. Je travaille avec un enregistreur, en général. Je m'enregistre, ensuite je réécoute les phrases et je corrige en réécoutant directement sur l'imprimé au crayon. Ça me permet parfois d'ajuster un peu le rythme dans une phrase, de voir que là, non, ça va pas du tout, parce que ça complète la lecture silencieuse. Je me souviens qu'à un moment donné, dans Prends ma main Donald, donc mon dernier pour l'instant, j'avais le sentiment de patauger un peu, de ne pas avancer. C'est en allant piocher dans ma bibliothèque un recueil de poèmes de Walt Whitman. C'est le grand écrivain américain, celui qu'on a pu entendre dans le film Les poètes disparus, Au capitaine, mon capitaine. Il y a un poème dans Feuilles d'herbe, le recueil, qui s'appelle Salut au monde. Quand on lit des poèmes comme ça, en fait, on a envie d'écrire, simplement. Et donc, c'est ce qui m'a inspiré le souffle du début du roman, mais là, qui n'est pas à la Walt Whitman, c'est juste le début. Là, c'est un souffle plutôt pseudo-biblique, le style autoritaire de certains passages des livres sacrés. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la croyance, c'est ce phénomène d'adhésion de l'esprit à une histoire qu'on raconte. Et elle a à voir très fortement avec la littérature. Enfin, bon, la religion catholique, c'est le Verbe incarné, c'est l'incarnation de la parole. En été, la superficie du lac était plus modeste, moins inquiétante. En automne, l'endroit se révélait sinistre avec ses arbres immergés, étirant leurs branches noires vers le ciel comme des noyés appelant à l'aide dans une immobilité éternelle. Nous sommes dans le musée des Arts de Nantes, qui est une sorte de nouvelle maison pour vous, Éric. En général, est-ce que vous aimez les musées? J'aime le musée parce que c'est une source d'énergie perpétuelle. C'est un petit peu, pour moi, par exemple, la science de mon métier, c'est de créer des œuvres éphémères. Dans un musée, c'est comme écouter un album de Michael Jackson. La magie créatrice, l'intention, le geste est à l'infini, on le retrouve à chaque fois. Pourquoi avoir associé votre nom au musée de Nantes? J'ai grandi dans une famille d'artistes, j'ai grandi dans une famille autour de l'art, dans une galerie d'art même. Celle de maman, de votre maman. Voilà, me retrouver aujourd'hui à travailler au service de l'art, au service d'un patrimoine, dans un lieu comme ça qui a une histoire. Pour moi, c'est une source d'inspiration intarissable et j'espère surtout trouver une énergie créatrice différente de celle que je peux avoir dans la nature. Cinq années de travaux ont redonné à l'ancien musée des Beaux-Arts de Nantes une beauté et une simplicité qui aident à voir l'histoire de l'art du XIIIe au XXIe siècle. Art ancien, Renaissance italienne, école flamande et œuvres du grand siècle ou de l'art moderne, le musée s'ouvre aussi sur l'art contemporain avec des œuvres singulières de Soulages, Gaston Chessac ou Jean Dubuffet. Éric Guérin et sa quête d'art ne pouvaient pas être absents de cette aventure nouvelle. Il a donc décidé d'offrir ses propres collections culinaires au bistrot du musée. La cuisine, elle a sa place dans un musée? La cuisine a sa place partout, à partir du moment où elle raconte une histoire, à partir du moment où on travaille sur l'émotion. Ici, je travaille en plus dans la ville. La ville, pour moi, c'est tout nouveau. Donc ça crée plein de choses, d'étincelles nouvelles. Quels sont les artistes qui pourraient constituer votre musée personnel? Mon musée est assez large.
Je reviens de New York, je suis allé au Met pour l'exposition Evenly Body, mise en scène par Anna Wintour. En même temps, il y a 2 ans, j'étais à Vienne pour la rétrospective Egon Schiele et Klimt, parce que je trouve que dans le mouvement, dans la lumière, c'était incroyable. Et puis, il y a toute cette force des artistes qui ont suivi, qui m'ont vu grandir, comme Franco Adami, qui m'a maman accompagné, qui est devenu un ami, ou alors je pense à Michel Tamin qui travaille le granit de Bretagne, j'en ai aujourd'hui dans mon jardin à la Mare aux Oiseaux. On est toujours dans cette force. Et Cédric Crespel? Cédric, c'est un artiste complet, c'est un artiste entier. Il est dans l'être et pas dans le paraître. Il est à la fois musicien, il a la tenue, il a la construction même de l'artiste. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, ça m'inspire. Et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie de voir ce que mon geste de cuisinier va devenir en mélangeant la cuisine, l'art plastique et puis toute cette culture-là. Le geste du peintre. Et l'énergie créatrice avant tout. Cédric Crespel est un artiste guérandais qui en a lui aussi de l'énergie. Sa peinture, influencée par le pop art, la mode, l'urbain, est pleine de couleurs. Ouvert sur son époque, le peintre n'en finit pas de visiter et de revisiter le thème qui l'obsède, sa muse, la femme. On se trouve chez moi, dans mon antre, en fait, dans l'endroit où je passe le plus de temps de ma vie. Il y a presque 600 tableaux qui sont sortis d'ici, en une 15-20 ans à peu près de travail. La peinture que je fais, c'est une peinture qu'on pourrait considérer comme une peinture contrôlée. Donc il y a tout le travail de recherche. L'intelligence autour de la peinture, elle se passe en amont, en fait. Il y a un côté application, forcément, qui a aussi son charme, parce qu'elle est basée sur une propreté qu'on essaie de pousser à l'extrême. Et donc ça a un côté sympathique aussi, mais il y a vraiment plein de sortes de peintures et plusieurs approches qui peuvent être radicalement différentes. Même si à la fin, on se pose tous la même question, on essaye tous d'aller plus loin. J'essaye aussi aujourd'hui d'aller chercher des couleurs qui sont parfois repoussantes quand elles sont seules, mais qui rentrent en vibration quand elles sont composées avec des camaïeux. J'ai travaillé justement sur un truc, pendant des années, j'ai essayé de travailler sur la persistance rétinienne, c'est-à-dire mettre une grande masse de rose fluo avec un seul point vert d'eau tout petit au milieu. Et vous avez l'œil qui n'arrive pas à fixer le point vert d'eau parce qu'il rentre en fréquence et il n'arrive pas justement à fixer. Ces vibrations-là de couleurs, quelque chose se passe même dans l'œil, quoi, a priori. Vibration, c'est comme la sensation qu'a expliqué Deleuze. Et pour moi, la vibration ou la sensation, c'est quelque chose qui est difficilement explicable par les mots, en fait. C'est justement la peinture. Il y a des peintures qui rentrent en vibration. La présence, la vibration, la sensation, qui sont plus associés à un travail d'expressionnisme ou de peinture réelle 19e ou des choses comme ça. Mais j'ai la volonté et j'espère réussir à amener ces notions-là dans une peinture contrôlée. Ce livre, c'est un condensé du 20 ans de travail, déjà. Et ensuite, c'est un résumé des 5-6 dernières années où mon travail commence à évoluer doucement, où on voit chronologiquement ce que j'y amène à chaque exposition. Et puis qui ouvre vraiment sur le futur et sur ce que maintenant je vais travailler, à savoir un travail beaucoup plus abstrait et beaucoup plus affirmé dans mon vocabulaire graphique sans avoir la nécessité d'amener la narration, comme j'ai pu le faire dans le passé, ou quelque chose d'explicatif, narratif, figuratif. Je vais essayer d'imposer un travail beaucoup plus abstrait et beaucoup plus dans la vibration et dans la peinture. Je suis avec ma femme et ma muse depuis qu'on a 17-18 ans. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup plus décisionnaire de ce qui va paraître sur la toile qu'elle l'a été dans sa position de muse classique pendant des années, quoi. Elle fait des photos d'elle-même qu'elle propose par le biais d'Instagram, par le biais des réseaux, toujours pour être dans le moment et l'instant et la génération dans laquelle on est. Et moi, je les traduis à distance, ces photos, sans avoir le regard et le cadrage que j'ai toujours décidé. Et je pars d'une contrainte et cette contrainte me fait aller plus loin. Voilà. Mais c'est aussi prendre des risques, la peinture. On peut pas rester... c'est obligatoire d'avancer en permanence. Donc je le fais avec plaisir.
peux te permettre de faire très court là-dessus. comme ça? Ouais. Ah ouais. Et effectivement, Claire, faut presque oublier qu'on est là, en fait. Tuto 2, deuxième, Claire. Alors évidemment, Eric, à chaque restaurant, son univers, la Mare aux Oiseaux, la Brière, Monet, Giverny pour le Jardin des Plumes, et il fallait une authentique cuisine liée au Musée des Arts de Nantes. Bah oui, pour moi c'était important. C'était important pour une fois que les gens viennent pas chez moi pour venir chez Éric Guérin, mais qu'au contraire Éric Guérin soit au service du patrimoine, de la culture et en même temps du territoire. Et je trouvais que pour moi c'était une nouvelle porte. Et une porte, Eric, qui s'ouvre sur une chef, Claire. C'est pas facile de confier les clés d'un restaurant à quelqu'un. Il faut de la confiance, il faut presque de l'amour, non? Quand je donne les cuisines de mes restaurants à des chefs, je leur donne aussi beaucoup de liberté. Et ici, on parle de cuisine, mais on parle aussi d'art, d'architecture, on parle de constructions différentes dans les assiettes. Et le fait d'avoir une sensibilité féminine à travers Claire, ce qui est quand même assez rare en France, il faut le dire, en cuisine, pour moi, c'est une force supplémentaire. Et c'est surtout une vision qui m'émeut. Alors, vous lui demandez finalement de réaliser ici, chaque fois et chaque jour, des assiettes qui sont comme des tableaux. On est, rappelons-le, dans un musée. Oui, ici on travaille à 2 vitesses. On travaille le midi au service du musée avec une cuisine de bistrot avec que des produits frais. Claire a aussi la chance de pouvoir aller juste à côté au Jardin des Plantes faire sa cueillette quotidienne. Ça, c'est sympa, ça. C'est assez classe en ville, je trouve. Ah ouais. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Ben là, elle est en train de nous faire un plat du soir. Parce que le soir, nous faisons des sessions qui s'appellent les bistrots art, où en fait, on reprend les codes de l'art qu'on essaye de ramener dans la cuisine. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la mode, on n'est plus sur Instagram, et pourtant tout est instagrammable. Oui, absolument. Mais on essaye d'avoir une construction différente, d'utiliser à la fois la lumière, les formes, les textures, bien sûr les goûts et les saveurs, et d'aller chercher à chaque fois une assiette différente. Donc là, qu'est-ce qu'on a dans cette assiette? On a retravaillé un petit peu l'idée du sushi, et voilà, avec une touche très girly. On a les petits œufs qui ont travaillé comme un trésor, on a les perles de riz avec à l'intérieur des pétales de fleurs, on a des petits gels différents, de couleurs, les oignons brûlés pour avoir le contraste, à la fois la douceur et la petite amertume. On a une vraie construction à la fois de goût, de couleurs, de lumière et de forme. La gourmandise est-elle un défaut pour vous? Ah non, pas du tout. Pour moi, la gourmandise, c'est la fonction première de la cuisine. On parle de cuisine et on parle d'art, mais je pense que même si on doit s'en rapprocher, la cuisine doit garder cette humilité. À la base, c'est quoi? C'est un acte d'amour. C'est un acte de famille, c'est faire plaisir à ceux qu'on aime, faire plaisir aux gens qu'on invite chez soi, c'est rentrer dans son univers et faire partager un savoir-faire, faire partager ses goûts, faire partager ce sourire, ce plaisir, ces yeux qui pétillent. Et ça, c'est important et ça passe par la gourmandise. Et il ne faut jamais l'oublier en cuisine. C'est ce qui fait qu'on sauce, c'est ce qui fait qu'on y retourne, qu'on met les doigts dedans et qu'on aime ça. La passion, elle est toujours là, après autant d'années consacrées à la cuisine? La passion, c'est essentiel. On vit dans la cuisine, on vit dans nos métiers, parce qu'à chaque fois, on parle de cuisine, mais pour moi, c'est un métier. Je vais parler de la salle, je vais parler de l'accueil, je vais parler de l'art de vivre, je vais parler de la maison. On travaille tous, mes équipes s'impliquent du matin au soir, apportent à la fois un savoir-faire, mais aussi un échange, un partage, un sourire. Et tout ça, c'est compliqué. Oui. Pourtant, elle est secouée, la cuisine, aujourd'hui. Elle est secouée par des mouvements comme le végétarisme, comme le véganisme. Ce sont des bouleversements auxquels on ne s'attendait pas et dont vous allez devoir tenir compte à un moment ou à un autre. Il y a eu des mouvements dans la peinture, il y a des mouvements dans la sculpture, il y a des mouvements dans tout art, il y a des mouvements dans tout phénomène de société. Et finalement, quand on regarde, chaque mouvement apporte sa touche. Il y a quelques années, Ferran Adria qui nous apportait la cuisine moléculaire. Aujourd'hui, la cuisine moléculaire a disparu. On est dans une cuisine plus nature, apportée par l'esprit un petit peu plus du Nord. Mais on va piocher dans tous ces phénomènes. Le bon et le mauvais s'effacent. Le thylacine est un loup marsupial de la famille du diable de Tasmanie qui a disparu il y a 70 ans. C'est aussi le nom d'un beatmaker angevin qui est né et a grandi sur la scène électro-française
Éric Guérin a choisi de voir cet artiste en cours. En fait, c'est un ressenti. Là, c'est pas forcément gênant, mais c'est qu'il y a parfois la basse qui fait... Et en fait, du coup, dans l'eau, t'as l'impression que c'est le bordel. Après, là, quand t'écoutes, tu sens que c'est pas trop le bordel, c'est juste la basse qui bouge, quoi. Magnifique. C'est de toute beauté. C'est incroyable. J'ai l'impression de rêver. On arrive à voir. Comme ce sera facile à remonter après les loops, on va dire qu'on ne touche pas, il est bien. Enfin, franchement, il est cool. Par contre, c'est le volume qui va pas du tout. C'est 4 dB sur le général. Ah, ok. Je veux bien que tu me montes un peu les retours. Ça dit quoi en face? C'est bon pour vous là? Ouais, c'est bon. Moi je lance le record là. Photographie, oiseaux, marée, rencontre avec Erwan Balança qui sait se faire discret sans même que la nature ne lui demande. Bienvenue au lac de Grandlieu, l'une des principales étapes des oiseaux migrateurs lors de leur traversée de l'Europe du Nord. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait de démarrer avant qu'il fasse jour, être sur une petite embarcation qui flotte, qui avance à la force des bras, se laisser porter, et là c'est l'aventure en fait. Dans la nature, c'est vrai que globalement, en fait, ce que je recherche, c'est des lumières particulières, étonnantes, très belles. Et c'est vrai que la proximité de l'eau crée souvent des brumes. C'est aussi un réflecteur énorme, donc ça renvoie la lumière vers le haut, donc ça donne des éclairages vraiment très intéressants. Et le meilleur moment, c'est presque toujours quand même au lever du jour, où là, je suis presque sûr d'avoir une belle lumière, avec un peu de chance, d'avoir aussi des brumes ou des effets de brouillard qui sont toujours, je trouve, au niveau photo, enfin, c'est déjà magique à vivre. Et puis après, sur les images, ça permet vraiment de raconter des histoires. Pour moi, une photo doit fonctionner toute seule, sans texte, sans explication. Et les gens qui la regardent doivent effectivement vivre ou sentir quelque chose. Alors ça peut être par exemple une photo toute simple avec un lapin qui bâille. Ça fonctionne toujours bien parce que c'est presque universel en fait. Ce petit lapin qui bâille, c'est un moment de bonheur. Ça se résume à une fraction de seconde. Après, certaines photos vont être, je dirais, plus complexes dans la construction. Généralement, en fait, comme je passe beaucoup de temps sur le terrain, je fais des observations et dans ma tête, j'imagine à partir de là des images qui sont souvent assez précises. Et après, en général, je consacre des jours, des semaines ou des mois. Parfois, ça me prend des années entre cette image mentale que je me suis fait souvent à la base avec une observation et l'aboutissement d'une photo. Et je m'étais dit depuis des années, ce qui sera extraordinaire, c'est d'avoir des images sous l'eau du martin-pêcheur en train de capturer un poisson. Un martin-pêcheur, entre le moment où il quitte sa branche, il plonge sous l'eau, il remonte sur sa branche avec son poisson, il lui faut 2 secondes. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant un long moment, j'ai fait pas mal d'essais et j'ai finalement réussi à avoir ces fameuses photos du martin-pêcheur photographié sous l'eau, au cœur de la rivière.
c'est un piège pour piéger une loutre. Alors, on est sur un piège photo, évidemment. Hein. Alors, l'idée, en fait, la loutre, c'est un animal qui est quasiment que nocturne, en fait, chez nous. Et en plus, très, très irrégulière au niveau de ses déplacements. Donc, du coup, là, elle viendra peut-être demain, ou peut-être dans 3 semaines, ou peut-être dans 1 mois, ou peut-être pas. Souvent, quand on est photographe, on photographie ce qu'on voit. Et la loutre, le challenge, c'est un challenge un peu différent, puisqu'en fait, là, le but, c'est de photographier ce que je ne vois pas. C'est vrai que c'est un animal qui est connu de tous, un animal qui est mythique, parce que c'est aussi un symbole, hein, c'est le symbole des eaux vives, c'est le symbole des eaux claires et pures. Et donc, du coup, quand j'ai décidé de travailler sur la loutre, à côté de chez moi, en Loire-Atlantique, je savais que les animaux étaient quasi invisibles, puisqu'ils ne vivaient que la nuit. Donc, énormément de prospection et de repérage. Alors, comme c'est pas la vue directe, ça va être tous les indices, en fait. C'est-à-dire qu'une loutre, si elle vient à terre, donc elle cherche sa nourriture dans l'eau, mais elle vient généralement la manger sur une souche, sur une roche, sur une berge. Donc il y a ses restes de nourriture. Et si on regarde bien et si on connaît, on peut aussi déterminer à certains endroits s'il y a des loutres ou pas, en fonction des traces sur le sol. Et puis, quelque chose qui est très particulier à la loutre, c'est l'épreinte. C'est comme une crotte, mais elle a la particularité, quand on la renifle, d'avoir une odeur de poisson et de miel un peu. Et puis j'utilise aussi un petit outil qui est assez sympa, c'est des petites caméras de détection nocturne. Donc ça produit des documents qui ne sont pas évidemment d'une grande qualité, hein, c'est un espèce de noir et blanc gris. C'est un outil de travail qui me permet de savoir par exemple que la loutre elle va monter sur la souche en arrivant par le bas et se déplacer latéralement au tronc, donc de savoir comment placer un éclairage et tout ça. C'est presque sûr qu'elle passe la nuit, donc le dispositif est prévu pour fournir l'éclairage nécessaire pour l'éclairer. Alors il y a le fait qu'il faut l'éclairer évidemment, mais il y a aussi l'avantage qu'en utilisant des flashs comme ça, moi je règle mes puissances, je cale tout. Et du coup, j'ai un rendu un peu comme une photo de studio, où c'est moi qui maîtrise un peu tout ce qu'il va y avoir comme lumière. Alors, il faut déjà que l'animal vienne, il faut que l'animal vienne dans le bon sens, il faut que l'animal, bon, en l'occurrence une loutre, soit bien positionné. Et puis après, en fait, il y a tous les aléas, c'est-à-dire que peut-être que demain, le niveau d'eau va monter, donc tout va être décalé de 50 cm. La loutre ne va plus monter là, mais elle va monter plus loin là-bas, parce que du coup, la pente sera meilleure. Ça se trouve des mulots sylvestres qui se baladent là et qui adorent en fait consommer les petits câbles, ils vont manger ça. Si dans la nuit j'ai des sangliers qui viennent chercher des écrevisses, ils vont bien réussir à bousculer un pied de flash ou à bousiller l'appareil. C'est long, c'est beaucoup de travail, ça peut par moments être assez rébarbatif, ça peut être assez décourageant. Il faut régulièrement tout revérifier. Et puis par contre, une fois de temps en temps, quand tout marche, c'est le moment de grâce. Et là, ça permet de faire une image. Alors Eric, un tableau comme ce d'Abadi, c'est une invitation au voyage. Est-ce qu'on peut dire la même chose à propos de la photographie, qui est votre passion? Pour moi, la photo, c'était la photo et les photographes, d'ailleurs, c'est toujours été une fascination. Et c'est un moyen finalement de figer l'instant, mais en même temps de le construire. On voit très bien à travers mes dessins, par exemple, pour faire mes plats, que j'ai besoin de cette vision. Et quoi, la photographie vous donne comme un cadre au regard, un cadre de ce que vous voyez? Oui, exactement. Quand je pars, par exemple, sur un voyage, je mets 2-3 jours à rentrer vraiment dans l'image, mais ensuite, je passe mon temps à tout cadrer. En fait. Et ce cadre-là m'amène à l'écriture, puisque j'ai besoin ensuite de raconter ces images. Et puis de l'écriture, je passe au dessin. Et puis finalement, petit à petit, c'est ma culture qui se crée. Et de là, je peux avancer sur des plats, sur des lumières, des contrastes, des couleurs, et des choses qui vont me marquer et qui vont rester dans le temps. Alors, un voyage dans vos albums personnels qui compte toujours refait, c'est l'Afrique, qui est un continent qui vous émerveille, on peut le dire comme ça? C'est un continent qui me ramène à l'essentiel. Le souvenir, c'est mon premier road trip finalement avec mes parents. Le Cameroun, j'ai à peine 12 ans et on part à la traversée de ce pays où il se passe des choses incroyables, des contrastes, des forces, Voilà, l'Afrique, c'est devenu incontournable. Ces voyages aussi vous permettent d'enrichir votre culture gastronomique, notamment à travers les épices. L'Afrique, mais aussi le Japon. Racontez-moi comment ces deux pays ont influencé votre cuisine.
Alors le Japon paraît évident, puisque le Japon, tout est fait autour de la gastronomie. Et à contrario, l'Afrique, c'est plutôt des lumières, des couleurs, c'est vraiment de l'émotion et des choses qui vont nourrir. Et après, au Japon, je vais chercher le produit original, je vais chercher ce rapport fusionnel avec la nature, avec une algue très spéciale. Et tout ça, pour moi, effectivement, me nourrit, l'un comme l'autre. Et on est de nouveau dans ce contraste, dans ce relief et dans ces petits défauts dont je me sers pour nourrir ma cuisine. Alors on quitte les grands espaces, on quitte la pureté pour les grandes villes. Vous adorez les grandes villes. New York, Tokyo, Mykonos, qui n'est pas une grande ville, mais qui est un lieu vivant. Vivant, oui. Qu'est-ce que vous allez chercher dans... C'est la vitesse, c'est la rapidité, c'est l'antithèse de ce que vous décriviez là. J'ai toujours besoin dans mes voyages de cette construction-là. C'est-à-dire un grand besoin de nature et de solitude qui finalement va me reconnecter entre terre et ciel. Et puis d'un seul coup, avant de reprendre le travail, c'est dans le mouvement que je vais capter des choses fortes. Je vais capter des images, je vais capter une énergie. Et j'aime ce retour à la ville. Parce que moi, finalement, ma clientèle, c'est la société. Donc, c'est bien, je lui transmets des messages de pureté, des messages de nature, mais j'ai besoin d'en comprendre les codes pour pouvoir la nourrir intelligemment et puis lui apporter ce dont elle a besoin. Donc, il y a une dualité chez vous, une bipolarité. Un besoin surtout d'être entier, de vivre, un besoin de profiter de la vie. Eh bien, vous avez tout pour vous entendre avec Degré, qu'on va découvrir. C'est un jeune, mais alors il est bourré de talent, il est plein d'avenir. Do you hear that sound? Voices all around, singing some pretty words, spreading beautiful colors down the street, usually gray. There's some clouds in your text. I know, walking my friend to find out the end of that maze, and birds sing fly above the old noise. We found the missing lights that we shine on our pride against the same guys who only go backwards. We keep on dancing, keep on fighting for our rights. Lindo hit me in the back. He stole the smiles I drew on the bags of shoes of the dancers. The thing that says on the side note, well, I still believe in love. It's sad to know the sun are getting shorts, and I'm not blaming Orlando. He's a good guy after all. He holds their soul for sure to a pretty little church, and I would call the wedding bells. It's not too late, they still wanna dance. Our voice is low, but Orlando's not gone. You know my show must go on. Yann Falquero est un créateur nomade qui se nourrit de ses nombreux voyages. Architecte d'intérieur, il est aussi metteur en scène d'espaces polysensoriels. Il joue avec des territoires et leur patrimoine en leur offrant une expérience singulière autour des sens. C'est dans une friche industrielle près de Nantes, laissée aux artistes du street art, que nous rencontrons ce créatif inclassable. Moi, je ne suis pas un artiste. L'artiste, il va créer en valeur absolue. C'est sa représentation du monde. Le créatif, il va mettre en place des process qui vont permettre à des entreprises ou à des territoires de s'exprimer différemment. Donc le créatif, il est au service d'une cause. La première chose qui nous a habités dans ce projet, c'est de pouvoir le concevoir. C'est un totem sensoriel qui est un trait d'union entre un territoire qui va l'accueillir et un visiteur qui va découvrir ce territoire ou découvrir une histoire, par exemple.
Ce rectangle représente beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir qu'il a une fonction sensorielle qui est très forte. Une première fonction qui est sur la vue, puisqu'on peut projeter sur cette toile, qui est une toile unique au monde et qui est fabriquée par des designers italiens. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche de ce rectangle, eh bien, on va découvrir deux autres fonctions. D'abord une fonction olfactive, à travers un parfum que l'on va créer très spécifiquement pour une occasion, et puis un son qu'on va découvrir. Donc il y a une approche, on va dire, lointaine, et puis une approche qui va être plus sensuelle au fur et à mesure qu'on s'approche de ce totem. On ne cherche pas forcément à impressionner, on cherche à émouvoir. Donc le son peut être très léger, le parfum peut être très subtil. Donc on va justement calibrer la puissance du son et on va calibrer la puissance du parfum en fonction de l'émotion que l'on cherche à transmettre. C'est un totem qui est nomade. Il n'a pas d'existence sans le lieu. Et c'est parce qu'il a un lieu qu'on va créer pour ce totem les sens qui sont attachés à ce lieu. C'est toujours un bonheur de pouvoir voir ce totem sensoriel dans un lieu qui se crée et dans un lieu qui va se développer, qui puisse s'inscrire à un moment de l'histoire de ce lieu. C'est ça qui est intéressant. Voir le totem sous le cobra, c'est quelque chose de fantastique. D'abord parce que l'œuvre en elle-même du cobra est une œuvre qui est incroyable. Et de voir que ce cobra abrite dans son sein une deuxième œuvre, est toujours intéressant de voir la cohabitation ou la coexistence entre deux œuvres complètement différentes. Victor Hugo disait que les utopies d'aujourd'hui sont la réalité de demain. Donc il va aller partout. Là, il va être en France, très probablement en Asie du Sud-Est, à travers d'autres opérations que nous sommes en train de monter avec l'agence. Donc son pouvoir d'occupation est illimité et il faut qu'il soit illimité. C'est un rêve. Jean-Henri, t'es prêt? Je suis prêt. Ça tourne pour moi. Alors Jean-Henri, j'ai la chance dans mon métier de pouvoir, à travers le côté fumé à la tourbe, faire déguster des milliers d'années de bruyère et de me positionner en tant que passeur. Et grâce à toi, depuis quelque temps, mes clients ont cette chance aussi de pouvoir avoir entre les doigts des milliers d'années et d'histoire de la bruyère. Tu peux me raconter? Oui, c'est très simple. Initialement, je suis un inconditionnel, un passionné de coutellerie. Quand j'ai découvert le morta, ce bois 5 fois millénaire qui attend dans les entrailles de la bruyère qu'on veuille bien s'occuper de son cas, il a pour moi été juste une espèce d'évidence de fabriquer des couteaux en morta. Alors les premiers ont été source d'expérimentation, mais très vite, lorsque je suis arrivé à ce genre de résultats, il était pour moi évident de venir te les présenter parce que utiliser ces couteaux à la mare aux oiseaux était le plus bel écrin que je puisse espérer. Donc ce sont des couteaux neufs, mais vieux de 5000 ans, et je suis très honoré qu'on les utilise à la mare aux oiseaux. Coupé. C'était donc vrai. On dit ici, quand on vous a perdu, il y a de fortes chances qu'on vous retrouve au fond du jardin avec votre chien Elias. C'est le cas, vous venez souvent C'est le ici. repos du guerrier un petit peu avant le service du soir. Qu'est-ce que vous venez chercher ici, hein, dans ce lieu précis, près du marais? La quiétude et puis me retrouver un petit peu à l'origine de ce que je suis venu chercher au départ. C'est vraiment ce rapport proche de la nature, peut-être un oiseau qui passe. Et justement, dans ces moments-là, vous pensez à ces 23 années qui se sont écoulées. Est-ce qu'on peut tirer une sorte de bilan? Je pense qu'il y a eu quelque chose, un chemin de fait, des constructions à la fois humaines et physiques. Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est-à-dire que la mare aux oiseaux est un endroit traversé par énormément de monde, dans lequel il se passe énormément de choses. Tous les jours est différent. Et je pense que c'est un lieu un petit peu unique dans lequel moi je continue à puiser une source d'inspiration et de bonheur de vivre. Et j'essaye de transmettre ça. Dans 25 ans, alors, qu'est-ce que pourrait devenir cette maison? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle devienne? Je
suis vraiment dans cette question aujourd'hui de la mare aux oiseaux de demain. Ça fait déjà un peu plus de 23 ans que je suis ici. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la maison. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais peut-être, c'est laisser cette maison de côté, tout en m'en occupant toujours, hein, pas de quiproquo là-dessus, mais trouver peut-être une voie un peu plus personnelle pour que le créateur que je suis puisse, lui, s'exprimer peut-être dans d'autres arts, peut-être l'écriture, la peinture, la sculpture, la photo, toutes ces choses que je suis obligé de laisser de côté parce que j'ai pas le temps de m'en occuper tout simplement avec mes affaires qui me prennent beaucoup de ma personne. Et ça pourrait se passer loin de la Brière? J'ai aujourd'hui un endroit dans le monde que j'aime bien. C'est l'Afrique du Sud et c'est Cape Town. J'aime cette ville, j'aime ce qu'elle dégage et j'aime en même temps la proximité de cette nature qui est presque de cette nature sublimée. En fait, on est dans quelque chose là-bas les gens sont très proches de la nature, sont vraiment et la rendent encore plus belle, je trouve. Et en attendant ce grand voyage, vous continuez et vous continuerez à vous promener dans le marais de Brière? Tant que je suis bien ici, il n'y a pas de raison que je parte. Et pour l'instant, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à y faire. Et effectivement, la source de mon inspiration, elle est derrière moi. Et ça, c'est intarissable. Est-ce qu'on se connaît suffisamment pour que vous m'ameniez faire un tour dans votre marais? Parce que moi, je ne le connais pas, ou très peu. Là, c'est vraiment très intime. Allez, on peut aller faire un petit tour, avec plaisir. Merci, Eric. Alors, on y va. Vous me suivez? Content, je suis ravi. On se sent déjà libre. Ah, qu'est-ce que c'est agréable. Waouh! Oh, qu'il est heureux, lui. I